Alors Jean-François Bergman, bonjour. Bonjour. Donc vous avez longtemps été vice-président de la commission des autorisations de mise sur le marché jusqu'à la suppression de ce poste. Quelle était votre mission exactement durant cette période? Alors moi j'étais donc vice-président de cette commission d'autorisation de mise sur le marché, on dit AMM. En fait le vice-président il n'a pas tellement de spécificité, il est membre de la commission comme tous les membres. Et notre boulot c'est réunions tous les 15 jours. Donc notre boulot c'est d'analyser avant les réunions les dossiers des médicaments qui sollicitent une autorisation de mise sur le marché, une AMM, ou bien pour les vieux médicaments une modification de leur AMM ancienne, et puis de regarder la légitimité de la demande, et puis en séance, on est une quarantaine, de discuter et de prendre des décisions. Quels sont les facteurs alors que vous allez prendre en compte pour valider une mise sur le marché? Alors, le cœur de l'évaluation scientifique qu'on fait, il faut bien comprendre qu'on l'a fait au début de la vie du médicament. C'est un médicament qui n'est pas encore sur le marché, donc il a été simplement utilisé dans des expérimentations. Donc on a le dossier de ces expérimentations. Alors chacun a sa spécialité, il y en a qui connaissent ce qu'on appelle la préclinique, c'est les essais chez l'animal, puis il y en a comme moi qui sont des cliniciens qui connaissent les essais chez les malades. Et le cœur de la décision, c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire le rapport avantage-inconvénient, c'est-à-dire qu'est-ce que ce médicament apporte, est-ce qu'il est vraiment efficace, est-ce qu'il est meilleur qu'un placebo, c'est la moindre des choses, et éventuellement comment il se situe par rapport aux autres traitements déjà sur le marché, et quels sont ses risques, quels sont les effets indésirables, les dangers, et puis en fonction de cet équilibre entre le bénéfice et le risque, on prend une décision favorable ou défavorable, ou bien on dit non, là on ne peut pas trancher, il nous faut d'autres informations. Ça a l'air simple, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce que bien évidemment quand vous avez un médicament qui sauve des vies, on est prêt à prendre quelques risques. Si vous avez un médicament pour traiter le rhume, il est inacceptable d'avoir des risques. Donc cette mesure de l'évaluation bénéfice-risque, elle dépend des médicaments. Et un autre point important, c'est que notre décision, elle est prise sur un dossier qui est le dossier qui a été fait par l'industriel, par la firme pharmaceutique. Donc elle fournit l'ensemble des études, elle n'a pas le droit de cacher des essais, de nous donner que les essais qui l'arrangent et de cacher les autres, ça c'est la moindre des choses, mais c'est quand même elle qui a fait son plan de développement. Donc voilà, elle nous dit voilà ce qu'on a fait pour évaluer ce médicament, qu'est-ce que vous en pensez? Mais si je comprends bien, il n'y a pas de terme, il n'y a pas d'essai à côté. C'est-à-dire que vous ne vous basez que sur des documents qui sont fournis par l'industrie, par le laboratoire. Oui, alors si c'est un nouveau médicament, c'est-à-dire qu'il était dans le laboratoire qu'il a développé, il n'a pas été diffusé, il n'a pas été vendu, il n'était même pas disponible pour d'autres essais, l'ensemble des essais thérapeutiques ont été en général sponsorisés, conçus par l'industriel. Ce qui n'est pas en soi un crime, parce que maintenant qu'on a quand même des exigences et qu'on a ce qu'on appelle une méthodologie, ces industriels, ils ont des devoirs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils créent un comité indépendant qui contrôle et surveille l'essai. Il faut que l'essai soit officiel, publié sur un registre, et il faut que les données soient exhaustives. Là encore, il y a un certain nombre de barrières, de sécurité pour éviter qu'un laboratoire puisse faire des petits arrangements avec les données. Ce qui ne veut pas dire que des escrocs ne pourraient pas le faire, mais dans l'esprit général de l'évaluation, et là, de plus en plus d'ailleurs, c'est des évaluations qui se font au niveau mondial, on ne développe pas un médicament pour la France ou pour la Hongrie, on le développe pour l'ensemble disons, du monde, et il y a quand même des contrôles extrêmement stricts pour éviter qu'il y ait des erreurs ou des fautes ou des oublis ou des mensonges. Mais c'est vrai que le développement incombe à l'industriel. Le contrôle, c'est quoi? C'est comme un contrôle, je sais pas, on pourrait dire un contrôle d'hygiène dans un restaurant, quoi. Ils peuvent passer. Alors il y a plusieurs façons de contrôler. On peut, en cours d'essai, envoyer des inspecteurs qui vont vérifier que les malades qui sont inclus dans le protocole le sont en respect du protocole. On peut, après les essais, aller inspecter les databases, les bases informatisées, les sources, etc., etc.
Il y a plein de marqueurs de confiance et de qualité. Il y a aussi des inspections avant l'essai. Par exemple, sur un site qui fait des essais chez l'homme, on peut vérifier qu'il travaille correctement. Franchement, c'est pas là où le système pêche le plus. Non, mais c'était en tout cas intéressant à savoir. Combien de temps il faut à peu près pour, entre la volonté de mettre en place un médicament, de le produire et de le mettre sur le marché? Est-ce que vous avez une idée Alors entre le temps moment qu'il faut? où on a découvert la molécule et qu'on se dit tiens ça pourrait avoir tel effet dans telle maladie, et le moment où il est disponible pour les malades, ça peut être 10 ans. Ça peut être moins, ça peut être plus. Tout dépend, de la complexité du produit, des études, des résultats. Si vous avez un médicament extraordinaire, il y a urgence. C'était le cas pour les premiers médicaments du VIH. On a réussi à les développer et en 3 ans, paf, ils étaient disponibles. Pour un médicament un peu compliqué, dans une maladie rare où c'est difficile de trouver les malades, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et puis il y a une espèce d'obligation sécuritaire qui fait que ça choque les industriels et les malades, mais moi, j'ai presque envie de dire, après tout, plus c'est long, mieux on connaît des choses, plus on acquiert de la connaissance, en particulier sur les effets indésirables, plus on est sécuritaire. Quand on se précipite, quand on va mettre sur le marché un médicament au bout de 2-3 ans d'évaluation sur 400 ou 1000 malades, on en sait beaucoup moins qu'un médicament qui aurait été développé sur 5 ans sur 10 000 malades. C'est logique. Oui. Donc vous avez souvent dit que votre rôle à l'AMM était un rôle militant. Alors, on voulait savoir combien vous étiez payé, quels moyens vous aviez, et c'est aussi pour comparer avec les experts mandatés par des laboratoires, quoi. Alors, il y a 2 mondes vraiment différents. Quand je dis que les évaluateurs à l'AMM sont des militants, ou des glandeux, je ne sais pas, enfin, on peut développer. C'est en fait, on est bénévole pour faire ça. Donc moi, je suis médecin, je suis clinicien dans un hôpital, j'ai des malades, j'ai une consultation, j'ai des étudiants, j'ai des cours à la fac. Je pourrais très bien ne pas passer un week-end sur 2 à lire, passer, puisque je ne le fais plus, à lire ces dossiers et aller à l'agence du médicament le jeudi pour voir tous ces dossiers. Donc quelque part, quel est l'intérêt qu'on ait à faire ça? Ma femme faisait la gueule quand j'arrivais avec mes dossiers le week-end, et c'était vraiment bénévole. On n'a aucun avantage, c'est même comme dans l'administration, vous n'avez pas de place de parking, vous n'avez pas de carte magnétique pour rentrer dans le bâtiment, vous n'avez pas de croissant, enfin si à la fin il y a des croissants, mais enfin vous n'êtes vraiment pas, il n'y a aucun bénéfice direct. Alors les bénéfices indirects. Alors quels sont les bénéfices indirects potentiels? D'abord c'est super intéressant de voir, alors moi il se trouve que depuis des années j'enseigne la méthodologie des essais, c'est-à-dire j'enseigne à des médecins, à des pharmaciens, comment évaluer correctement un médicament. Finalement, c'est le résultat final. C'est un peu comme vous êtes journaliste ou cinéaste ou cadreur, et qu'on vous dise, est-ce que vous voulez être dans le jury du Festival de Cannes? Alors, même si vous enlevez les paillettes, finalement, pour un professionnel de l'évaluation, d'évaluer le travail d'évaluation de médicaments, c'est complètement légitime. C'est ça ce que je trouve un travail, disons, logique et militant. Le côté militant aussi, c'est que finalement, en évaluant le travail, ça pourrait paraître un peu la mouche du coche, mais c'est aussi une façon de dire, voilà, quelles sont les exigences qu'on doit avoir. Qu'est-ce que c'est qu'un bon développement? Si on dit, ah ben là ça n'a pas été bien fait, on a un rôle pédagogique. Ça veut dire qu'à l'industriel, on va dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si on veut vraiment savoir, c'est-à-dire que si on veut avoir le maximum de preuves ou de sécurité pour qu'on donne un médicament à un malade en connaissant le mieux possible son efficacité et le mieux possible ses risques, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous ne faites pas comme ça, c'est pas bien. Et donc, on participe à un système d'amélioration de l'évaluation.
Après, on peut dire qu'est-ce qu'on est une goutte d'eau dans la mer, mais enfin quelque chose. Alors après, il y a aussi des gens qui n'ont pas trop de boulot et qui y vont parce que c'est sympa d'évaluer les médicaments. Puis il y en a peut-être qui y vont en disant comme ça, je vais être un évaluateur et je vais pouvoir user de mes compétences d'évaluation pour bosser avec les industriels. Mais franchement, quand on voit d'ailleurs les membres des commissions d'AMM, c'était pas les grands leaders, le spécialiste mondial du cancer, le spécialiste mondial de l'insuffisance cardiaque. Ceux-là, ils sont plutôt à bosser sur des essais thérapeutiques, mais pas à leur évaluation. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut bien séparer. Enfin, je peux me lâcher là. Il faut quand même, parce que c'est une de vos questions, reprendre un peu l'histoire des évaluations des médicaments. Et grosso modo, il y a 3 périodes. On va dire, à la louche, avant 1980, l'évaluation des médicaments était balbutiante. En fait, on donnait l'AMM pour tout et n'importe quoi. À la fois des super médicaments, des médicaments qu'on a encore, l'insuline, les corticoïdes, enfin des médicaments extraordinaires qui sont 40 ans, 50 ans plus tard encore utilisés, et qui avait une efficacité indiscutable, et puis ce que j'appelle grossièrement les vieilles merdes. C'est-à-dire toute une série de petits produits, souvent à développement gaulois, franchouillard, les vénotoniques, les médicaments de la fatigue. Comme les coupes-fins à l'ecstasy. Voilà, c'était aussi l'ère du Mediator, c'était développement très médiocre. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de vraie barrière d'évaluation. Et alors, la plupart de ces médicaments, on s'en est débarrassé parce que c'était vraiment des vieux petits trucs, mais il en reste encore. Il en reste encore dans le dictionnaire Vidal de ces vieux médicaments, remèdes de bonne femme, qui ne sont pas tout à l'honneur de l'évaluation. Puis il y avait des médicaments dangereux aussi, beaucoup. Alors, il y avait des médicaments comme le Mediator, il y avait des espèces de mélanges bizarres. Alors ceux-là, les dangereux, ceux qui ont été identifiés comme dangereux, on a quand même réussi à s'en débarrasser. Pas toujours avec rapidité, mais quand même on a réussi à s'en débarrasser. Mais il en reste quand même, et c'est vrai que ce sont des médicaments dont le niveau de preuve est très faible et dont la qualité de l'évaluation est très faible. Il y a eu une deuxième période que moi j'appellerais l'âge d'or, qui est la période pour l'AMM, pour l'autorisation de mise sur le marché français, disons depuis 1980 à 2000, où là, d'une part, la recherche médicale a fait d'énormes progrès avec des vraies évaluations, des vrais essais cliniques. Et là, on a fait, en AMM, un vrai travail d'évaluation de ces médicaments. Ouais, il a été bien évalué, il est bien, il est important. Et là, il y a eu vraiment du bon travail, sous réserve d'erreurs. Il y a toujours des erreurs. Depuis 2000, et ça c'est vraiment important parce que les gens ne le savent pas, la quasi-totalité des nouveaux médicaments ont une évaluation européenne. Donc la commission d'AMM France, elle a plus grand rôle, quoi, puisque les décisions à l'Europe sont prises à 29 pays, un pays, une voix. Donc le poids de la France, c'est 1/29e des décisions européennes. Et d'ailleurs, comme c'est pris à la majorité, si la France évalue un médicament et trouve qu'il n'est pas bon, ou mal évalué, ou à rapport bénéfice-risque pas bon, mais que la majorité des pays européens disent oui, la France sera obligée de prendre ce médicament, même si elle a dit non. Et depuis 2000, l'immense majorité des nouveaux médicaments sont à évaluation européenne, et globalement, la position de l'Europe est beaucoup plus laxiste que la position de la France. Donc ça veut dire que dans les années 90, avoir l'AMM pour un nouveau médicament, c'était vraiment un challenge, un boulot, un défi, il fallait y arriver. Quand ils avaient l'AMM, c'était champagne. Depuis 2000, avoir l'AMM au niveau européen, c'est facile. Alors, ça paraît choquant, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les exigences européennes, dès ce 29 pays, avec un poids quand même de l'économie, de l'industrie, et dès lors qu'un médicament est meilleur qu'un placebo, c'est-à-dire qu'il a une certaine efficacité et qu'il a des risques acceptables, il est mis sur le marché. Parce que la commission d'AMM européenne, elle dit, nous, on n'est pas là pour recommander des stratégies thérapeutiques. On est là pour dire, ouais, ce médicament, il peut être mis sur le marché, point final. Après, c'est au pays de
décider s'ils le recommandent, s'ils le remboursent, à quel prix ils le prennent, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en 20 ans, on est passé d'une situation où l'AMM était vraiment le Graal, la barrière à franchir, et puis après, une fois que cette barrière était franchie, bon, les médicaments, on les avait, on les remboursait, on les payait, hein, à une situation où l'entrée par l'Europe est extrêmement facile, et donc les éventuelles barrières à un surusage vont venir après sur est-ce qu'on le rembourse, est-ce qu'on le rembourse pas, est-ce qu'on le note bien ou on le note mal, qui est pas du tout l'autorisation de mise sur le marché, qui est une fonction tout à fait différente qui dépend de la haute autorité de santé, la commission, ce qu'on appelle la commission de la transparence. Et c'est vrai que donc, comme les Français ont besoin de cadres restrictifs, sinon ils prescrivent trop, plus l'AMM est facile au niveau européen, plus ça peut être une régression face à un usage, disons, abusif ou disproportionné des nouveaux médicaments qui est fait en France. C'est dommage. Moi, je préférerais une AMM gentille et des médecins raisonnables, mais si les médecins sont pas raisonnables, il faut à ce moment-là une AMM plus coercitive. On n'a pas été raisonnable en France parce qu'on prescrit trop. Oui, le médecin français n'est pas raisonnable. Alors, quand je dis ça, tout le monde dit « ouais, c'est un salaud, tu critiques tes frères, tes amis et tout ». Mais globalement, l'évaluation des médicaments étant faite de la même façon dans tous les pays, pourquoi est-ce qu'on prescrit ou qu'on consomme 2-3 fois plus de benzodiazépines, anxiolytiques, de médicaments pour dormir que d'autres? Pourquoi on est encore dans les grands prescripteurs d'antibiotiques? Pourquoi on est encore dans des situations aussi graves que des cancers très très évolués à faire 2, 3, 4, 5 lignes de chimiothérapie alors que les Anglais au bout de 2 lignes arrêtent? On est quand même très très demandeurs, consommateurs. Alors après, le triangle de cette surconsommation, c'est l'industriel qui pousse, c'est normal, il gagne sa vie, le médecin et le malade. Qui, dans ce trio, pousse l'autre, chacun dit c'est pas moi, c'est l'autre, mais n'empêche que ça marche comme ça. Et surtout, toutes les structures d'évaluation n'arrivent pas à freiner cette espèce de spirale. La suppression de la commission d'AMM, qui de mon temps était quand même essentiellement composée d'experts extérieurs bénévoles, les toxicologues, les pharmacologues, les cliniciens, à cause des histoires de Mediator, des liens d'intérêt, on a dit on arrête avec tous ces gens-là dont on n'a pas confiance, même s'ils étaient bénévoles, et on fait entre nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une petite commission avec très peu d'experts, mais l'essentiel, le cœur de l'évaluation, n'est plus fait en demandant à des gens extérieurs ce qu'ils en pensent, mais est fait en interne par des gens qui sont de l'agence. Ce qui garantit une espèce d'indépendance, puisque ce n'est pas des gens qui peuvent être à la fois cliniciens, évaluateurs, chercheurs, enseignants, travaillant pour les industriels. On peut aujourd'hui cumuler... Ah oui, on pouvait toujours cumuler. Ben, on cumulait même de fait, puisque quand on est, comme moi, hospitalo-universitaire, donc j'ai une activité de soins, mais j'ai une activité universitaire qui m'oblige statutairement à faire de l'enseignement et de la recherche. Quand on est en pharmacologie ou en thérapeutique, ben la recherche, on la fait sur le médicament. Ceci dit, pas forcément pour s'enrichir, hein, mais on est obligé de travailler pour les... Moi, je fais des essais thérapeutiques, il y a des essais thérapeutiques qui se déroulent dans le service avec les malades du service. Je touche rien de ces essais thérapeutiques, mais je travaille avec des industriels pour développer des médicaments. Donc après, on dit, vous ne pouvez pas travailler et les évaluer, ce qui est d'ailleurs vrai. Dans l'esprit des lois, dans un système démocratique, c'est des choses qui... Mais c'est d'ailleurs ce qui était appliqué, puisqu'on ne participait jamais aux décisions concernant des médicaments sur lesquels on avait travaillé. Ça, c'était important. C'est-à-dire qu'on participait à des discussions sur des sujets sur lesquels on avait des connaissances en tant que thérapeute, mais pour lesquels on n'avait pas, bien évidemment, travaillé directement. Mais c'est tout à fait logique. De remplacer ça, comme ça a été fait, par une évaluation interne est aussi tout à fait logique, mais de croire que c'est la solution au problème des liens d'intérêt est tout à fait un leurre, parce que les liens d'intérêt qu'on avait avec les industriels
on les déclarait. Ils étaient publics. Il y a un site où on peut très bien voir la liste des liens d'intérêt de l'ensemble des membres des différentes commissions d'expertise des agences françaises. Bon, maintenant on a dit plus de liens d'intérêt, ok, plus d'experts ou beaucoup moins d'experts, ok. Donc une évaluation en interne, ok, mais on a remplacé les liens d'intérêt déclarés, transparents, par des liens de subordination. C'est pas forcément mieux, c'est peut-être mieux, mais c'est pas forcément mieux. C'est-à-dire qu'une évaluation en interne, faite par un fonctionnaire qui reçoit les ordres de son chef, qui reçoit les ordres de son chef, qui reçoit les ordres du ministre, c'est pas une garantie absolue d'indépendance scientifique. Je peux peut-être à la limite faire le lien avec la vaccination, vu qu'on voulait aborder ce sujet-là. À la fois, j'avais deux remarques. Vous m'avez fait penser à Roselyne Bachelot et le H1N1, quand vous disiez justement que la demande du consommateur de médicaments importante ou de sécurité pouvait peut-être pousser les politiques à se précipiter peut-être dans leur décision. C'est ça Alors, que... c'est vrai que la vision qu'on va avoir de sa décision au niveau politique, au niveau journalistique, au niveau média, au niveau électeur, parce que tout derrière ça, c'est toujours ça, vais-je être réélu, est extrêmement parasitante. Avec deux risques, négliger un vrai risque, la canicule, et hypertrophier un faux risque, H1N1. Alors, c'est vrai que pour un politique qui est sous les feux de la rampe, c'est extrêmement difficile. Et le politique, il va se retourner vers les scientifiques et dire « Bon alors, le risque, il est grand ou il est petit ?» Et quand le scientifique répond « Oh là là, moi, je sais pas bien », et souvent il dit ça parce qu'effectivement, il sait pas bien, parce que c'est un risque nouveau ou c'est une situation inconnue, c'est vachement dur. C'est vrai que c'est très dur pour eux de prendre une décision adaptée. D'autant plus que chaque fois qu'ils en prennent une, c'est le train qui arrive à l'heure, personne n'en parle. Quand on dit « Ah bah tiens, on a bien géré telle situation », bon, on va dire bah, « C'est normal, c'est le boulot des politiques que de bien gérer ». Donc on ne se souvient que des situations mal gérées, et il y en a aussi. Bah là, pour le coup, là, c'est une situation qui a été bien gérée dans le sens, où elle a acheté 1 milliard d'euros de vaccins. Mais on se souvient aussi de ça comme d'une surenchère d'initiatives Voilà, qui s'est mal passée. Du bien géré sécuritaire qui finalement était mal géré économiquement. Et en plus, quand on fait une erreur comme ça, enfin, ou une erreur ou même pas une erreur, mais qu'on agite un danger dans le cas d'une grippe H1N1 et que finalement le danger n'apparaît pas, bon, après tout, c'est pas grave, on a dépensé des médicaments, acheté des médicaments qui ne servaient à rien, tant pis. Mais surtout, on a perdu sa crédibilité. Le vrai problème, c'est que l'année suivante ou les années suivantes, quand moi je monte dans les étages du service avec mes doses de vaccin anti-grippe et que je dis aux aides-soignantes, aux externes, aux infirmières, il faut se vacciner, c'est vraiment important pour vous, pour nous, pour nos malades, on me dit, attends, t'as vu le coup de H1N1, on me dit, mais moi j'ai jamais la grippe, on me dit, moi la seule année où je me suis fait vacciner, j'ai eu la grippe, on me dit, ah mais le vaccin est dangereux. Je ressens toujours les mêmes choses, qui sont à chaque fois des arguments qui n'ont, alors vraiment, aucun substratum scientifique solide, mais n'empêche qu'on les resserre. Hein. Et donc c'est un coup. Vous pensez qu'il y a eu un avant et un après, quoi? Ouais, c'est ça. la question que je voulais te poser. Elle venait naturellement, ouais. Je pense pas qu'il y ait eu un avant et un après vis-à-vis du H1N1, parce que le H1N1, ça a plutôt fait sourire d'une inquiétude disproportionnée, puis d'une erreur économique. Je crois qu'il y a globalement aujourd'hui en France, pour certains vaccins, voire même pour les vaccins en général, une position de suspicion, de résistance, qui, pour moi, scientifiquement, est absolument infondée, mais qui est même quelque part injuste, inefficace, dangereuse, voire criminelle. Mais pour H1N1, par exemple, on a eu... je sais qu'on a parlé, on a dit aussi qu'il y avait des défaillances, que c'était un vaccin dangereux aussi. On a dit que c'était un vaccin dangereux qui déclenchait des syndromes indésirables. C'est le squalène, je crois, qui était utilisé comme adjuvant. Globalement, sur les vaccins, il y a toujours des gens pour dire que
c'est potentiellement dangereux à cause de l'aluminium, à cause de l'adjuvant, à cause de ci ou de ça. L'affaire ne devrait plus se poser. Scientifiquement, l'efficacité individuelle et en santé publique des vaccins est établie. Elle est établie, mais le niveau de preuve 100%, quoi. C'est fini, quoi. C'est fini, ça. On ne peut pas dire que la vaccination dans son ensemble est dangereuse. La vaccination dans son ensemble a un des meilleurs rapports bénéfice-risque qui soit pour un médicament. Ça, c'est acquis. Le problème, c'est qu'après, cet intérêt bénéfice-risque, il est variable selon qu'on est en train de vacciner contre le tétanos ou qu'on est en train de vacciner contre le rotavirus, parce que ce n'est pas les mêmes maladies. Donc comme le bénéfice bouge, le rapport bénéfice-risque bouge. Mais de dire les vaccins, ça ne marche pas, ou les vaccins, c'est pas bon, c'est vraiment... c'est du niveau de... J'ai vu une licorne et un dahu. Les adjuvants, il y a quand même les adjuvants et pour l'aluminium, pour un certain nombre de choses qui sont utilisées dans certains vaccins. Il y a quand même une polémique, quoi. Il y a quand même une polémique. Alors, est-ce que vous pensez que c'est pas dangereux du tout Il y a une polémique, il y a des données convergentes ou parfois des données divergentes, mais globalement, même avec les histoires d'adjuvants et d'aluminium, le rapport bénéfice-risque des vaccins en général est toujours favorable. Toujours favorable. Sauf que vous pouvez toujours avoir des cas particuliers. Mais les cas particuliers qui vont avoir un effet indésirable lié à un vaccin sont beaucoup plus rares, beaucoup plus médiatisés, mais beaucoup plus rares que les effets indésirables de l'absence de vaccination. Ça, c'est établi. Et c'est vrai pour toutes les stratégies de prévention. La pilule conceptionnelle, anticonceptionnelle, quand il y a quelqu'un qui a un effet indésirable, il passe à la télé, mais toutes les femmes qui n'ont pas eu de grossesse grâce à la pilule, elles ne passent pas à la télé. Et les vaccins sont des médicaments efficaces. Et je prends toujours le même exemple. Je connais quelqu'un qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Il a eu un accident, il a été éjecté, il était inconscient, sa voiture a brûlé et a explosé. Grâce au fait qu'il n'a pas mis sa ceinture de sécurité, il a eu la vie sauve. Il aurait mis sa ceinture, il aurait été inconscient dans sa voiture, il serait mort brûlé. Conclusion de cette étude, il ne faut plus mettre sa ceinture. Ne mettez plus jamais votre ceinture parce que je connais quelqu'un qui... Ben c'est ça le vaccin. Le vaccin, c'est une ceinture de sécurité. On la met quand on est bien portant, quand on monte dans sa voiture, pour empêcher un ennui qui pourrait arriver, l'accident. Alors bien sûr qu'il y aura bien quelqu'un qui pourra vous dire « j'ai bien fait de ne pas mettre ma ceinture ». Mais est-ce que moi, vous feriez une émission sur rouler sans casque en moto, ne mettez pas votre ceinture en voiture parce que vous pouvez un jour être coincé dans votre voiture qui s'enflamme. C'est exactement ce niveau-là. C'est exactement ce niveau-là. Les labos, puis pas que les labos d'ailleurs, on laisse à penser quand même, nous, dans notre éducation, moi je suis pas un médecin, par exemple, j'ai été à l'école quand j'étais petit et tout, on a tous, quand on est à l'école, on se fait faire la piqûre. Les gens sont quand même conditionnés pour avoir l'impression que c'est quelque chose d'anodin de se faire vacciner, alors que c'est quand même une intervention sur le... Donc ils sont surpris qu'après on découvre qu'il y a des effets secondaires, voilà. Parce qu'il y a toujours, on vulgarise quand on est enfant, je suis petit, je suis malade, je vais chez le médecin, il me donne mon médicament, et puis après je vais mieux, et je rentre chez moi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une vision un peu simple, mais la vaccination faisait partie de l'éducation sanitaire, comme se laver les dents, comme se laver les mains, comme faire de l'exercice. Et il y a des gens qui, en faisant de l'exercice, font des entorses de cheville. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter de faire de l'exercice. Le vaccin, le fait que ça soit une injection ne modifie pas l'expression du bénéfice. Moi, je crois qu'il y a dans le vaccin toute une série de symboliques qui tient à une espèce d'archaïsme de la sorcellerie moyenâgeuse. Le fait qu'on vous l'injecte, ça donne une symbolique.
le fait qu'on vous injecte le mal, parce que finalement, qu'est-ce qu'on vous injecte? C'est un morceau du virus ou des protéines de ce qu'on veut, ce pour lequel on veut vous défendre. Donc on injecte le mal pour traiter le mal. C'est moyenâgeux, quoi. C'est moyenâgeux. Et on dit, ah là là, on vous injecte du virus, ou atténué, bien sûr, ou mort, mais... Et ça déclenche une espèce de théorie du complot, comme le 9/11 n'a pas existé, comme le virus du sida a été amené par une comète qui a déposé ça au cœur de l'Afrique. C'est complet. Comme c'est la rumeur d'Orléans, avec les magasins vous allez dans la cabine d'essayage et vous vous retrouvez dans un bordel. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est scientifiquement n'importe quoi. Mais ça marche bien. Mais ça marche bien. Alors il y a un autre argument qui est souvent sorti par ceux qui critiquent les vaccins. Ils parlent de la variole. La variole, ils se reposent sur des rapports de l'OMS qui disent que la variole n'a pas été éradiquée par la vaccination et que le vaccin contre la variole est très dangereuse pour le cerveau et que c'est attesté depuis les années 50. Alors, montrez-moi un rapport de l'OMS qui dit ça. Moi, je connais pas mal le vaccin contre la variole. La variole, c'est 92% de morts. C'est clair, hein? Moi, j'étais en Afrique à la fin des derniers cas de variole, au Zaïre, et donc vraiment, la variole, c'est une maladie catastrophique. La variole n'existe pas uniquement grâce à la vaccination. Il n'y a pas eu d'autre chose. Alors, le vaccin contre la variole n'est pas anodin. Et il est parfois grave, il a parfois des effets indésirables graves, voire mortels. Et je crois qu'il y a un mort sur 100 000. Mais le grand problème, c'est exactement comme mon gars dans sa voiture sans sa ceinture de sécurité. Il y en a un sur 100 000 qui a un accident et qui est sauvé par le fait qu'il n'ait pas mis sa ceinture de sécurité. Le grand problème, c'est que ceux qui ont la variole ne passent pas à la télé. Alors, maintenant, il n'y a plus de variole, mais ceux qui ont le tétanos ou la polio ou l'hépatite B ne passent pas à la télé en disant « Ah là là, j'ai eu l'hépatite B, maintenant j'ai la cirrhose, le cancer du foie. Ah là là, si je m'étais fait vacciner, je serais en bonne santé. » Celui qui passe à la télé, c'est celui qui a eu le vaccin contre l'hépatite B et qui dit « Oh là là, j'ai mal aux muscles, j'ai une sclérose en plaques. » Et c'est ça qui ne va pas. Schématiquement, chaque fois qu'un média fait parler quelqu'un qui a eu un effet indésirable d'un vaccin, prenons l'hépatite B, voilà, j'ai eu un tableau neurologique dont on sait parfaitement que la relation avec l'hépatite B n'existe pas, niveau de preuve 100%, donc c'est une coïncidence, je suis vacciné, j'ai une sclérose en plaques. Je passe à la télé, je dis « Regardez, j'ai une sclérose en plaques, ah là là, le vaccin ». Eh bien, celui qui fera passer ce témoignage à la télé va entraîner 10 000 personnes qui vont voir le témoignage, qui disent « Ah, moi je ne me vaccine pas, regardez cette pauvre petite dame ». Sur ces 10 000 personnes, il y en a 100 qui vont faire une hépatite B parce qu'ils ne vont pas être vaccinés. Sur ces 100 personnes, il y en a 2 qui vont en mourir. Donc attention, chaque fois que vous faites passer le témoignage d'une petite nana qui n'a rien compris à la médecine et qui a une sclérose en plaques, et j'en suis désolé pour elle, vous tuez 2 personnes. Attention. Vous tuez. Pour vous, il n'y a aucun lien entre la... Mais c'est pas pour moi. Enfin, je veux dire pour c'est vous, pour, oui, mais... c'est pour la science. Oui. Il n'y a aucun lien. Sauf qu'il y a des jeunes qui font des scléroses en plaques et il y a des jeunes qui se font vacciner. À Pâques, on mange des œufs au chocolat. À Pâques, il y a beaucoup d'accidents de la route, mais on n'a jamais démontré que manger des œufs au chocolat entraînait des accidents de la route. C'est ça, c'est ce niveau de démonstration. Les jeunes se font vacciner, les jeunes font des scléroses en plaques, mais jamais le vaccin a fait une sclérose en plaques. Et ça, on comprend. Vrai que pour les vaccins, on dit souvent que ça peut, enfin que les produits toxiques dedans pourraient déclencher des maladies auto-immunes. Mais bien sûr, mais il y a tout un substratum. Des effets indésirables des médicaments, ça existe. Mais la relation entre vaccin contre l'hépatite et sclérose en plaques, elle n'existe pas. C'est pas qu'elle est douteuse, c'est qu'on a prouvé. Alors, qu'il y ait une possibilité en vaccinant qu'on chatouille l'immunité, que la sclérose en plaques étant une maladie auto-immune, ça puisse avoir des relations, ça sur des études, qu'il y ait des modèles animaux, ok, moi je ne dis pas que tout ça est mensonge, mais je dis que la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qui s'est passé en vrai. Il y a un adage dans le monde de l'évaluation des médicaments, il y a
les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez 1 million d'enfants ou de jeunes hommes ou de jeunes femmes vaccinés, et puis vous en prenez 1 million qui n'ont pas été vaccinés. Pas une personne qui passe à la télé, 1 million, 1 million. Et puis vous comptez le nombre de sclérose en plaques chez ceux qui ont été vaccinés et chez ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et qu'est-ce que vous vous apercevez ? Quand je dis 1 million, c'est parfois 10 millions. Le nombre est le même. Point final. Donc tout ce qui est possible chez la souris, chez la pauvre jeune fille, chez l'immunité, chez le lymphocyte et tout, s'écroule devant 10 millions de vaccinés, 10 millions de pas vaccinés, même nombre d'événements. Et là, on retombe sur notre problème qui est un problème général dans l'évaluation des médicaments, des stratégies thérapeutiques, c'est que d'abord on a rarement 10 millions versus 10 millions, c'est un paquet, c'est du boulot. Hein. Puis il faut des registres que, par exemple, en France, on ne sait pas faire. Et surtout, si dans un groupe, sur ce 10 millions, il y a 627 scléroses en plaques, puis dans l'autre groupe de 10 millions, il y en a 642, bah, on peut dire, ah mais finalement, 642, c'est plus que 627. Hein. Après tout, ça en fait 15 de plus. Est-ce que, nanana. Alors là, on arrive à mesurer des risques microscopiques qui font couler beaucoup d'encre. Et du coup, on dit, bon, finalement, il y en a 15 de plus sur 642, sur 10 millions. Hein, vous voyez, un peu l'échelle. Donc, après tout, est-ce qu'il ne faut pas penser qu'il y a peut-être un tout petit risque ? Il y a quand même eu une polémique, là, si on retourne sur H1N1. Je crois que c'est en Suède ou en Norvège, dans les pays du Nord, où ils ont voulu vacciner toute la population, ou une très grosse partie, et qu'ils ont une corrélation avec des maladies auto-immunes. Donc Steven Johnson... non, pas le Steven Johnson. Non, Steven Johnson, c'est vraiment une atteinte dermato liée aux médicaments. Il n'y a pas de Steven Johnson avec les vaccinations. Mais il y a eu la fascite à macrophage, il y a eu plein de choses. Ce qu'il y a de marrant, c'est que le vaccin contre la rougeole, ça donne de l'autisme en Angleterre. L'hépatite C, l'hépatite B, ça donne la sclérose en plaques en France. Le H1N1, ça donne des troubles psychiatriques au Danemark. Bizarre, ça. Moi, les Steven Johnson aux AINS, vous les avez avec exactement la même fréquence en France, en Angleterre et au Danemark. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. On est dans une espèce de symbolique où vous voyez que autisme et vaccination contre la rougeole, ça c'était très anglo-saxon. En France, on n'en a jamais entendu parler. Alors, c'est quand même bizarre. Ça, si vraiment ça en donne partout pareil. Et alors, de dire que le vaccin contre la variole n'a servi à rien, alors là, franchement, que ça soit un vaccin dangereux, oui. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça, personne ne le nie, même Kouchner l'a dit quand il fallait... Quand vous partez en vacances, maintenant on ne le demande plus, mais quand vous partiez en vacances au Sénégal et que vous faites une encéphalite vaccinale contre la variole et que vous en mourrez à cause du vaccin, là c'est sûr que vous pouvez dire pourquoi je me suis fait vacciner, c'est une cochonnerie, etc. etc. N'empêche que la variole, c'était des millions de morts. Et là, c'est tout le problème, encore une fois, de l'individu versus... On va pouvoir, de toute façon, revenir sur ces points-là, mais pour le coup de la variole, c'est quelqu'un qui n'a pas été... comment il s'appelle C'est Georget qui a écrit ça. Il se basait sur le fait qu'il n'y a pas eu la même quantité de vaccins donnés par pays, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'était pour la variole ou pour autre chose. Non, pour la variole, c'était vraiment l'isolement. Alors ça a été beaucoup dit pour le BCG. Le BCG, vaccin contre la tuberculose, dont l'efficacité préventive de la tuberculose n'est pas excellente. Le BCG n'est pas un très bon vaccin en termes de couverture. Si vous avez le vaccin contre l'hépatite B ou contre la variole, vous êtes sûr que si vous êtes vacciné, vous ne ferez pas l'hépatite B et vous ne ferez pas la variole. Donc c'est un bon vaccin. Le BCG n'est pas un très bon vaccin. Il y a un certain nombre de pays, le Brésil en particulier, qui n'ont pas vacciné contre la tuberculose par le BCG. Et on a vu sur, disons, les 50 dernières années que la baisse de l'incidence de la tuberculose était quasiment la même, liée à l'amélioration de l'hygiène, à l'isolement des malades contagieux, la même dans les pays qui ne vaccinaient pas que dans les pays qui vaccinaient. Ça, on l'a dit pour le BCG, et c'est épidémiologiquement vrai. Je n'ai pas la notion qu'on l'ait dit pour la variole, car je crois vraiment que la qualité de la vaccination
a participé à l'éradication et est importante quand elle a une bonne couverture vaccinale. Il y a un point important qui est à comprendre pour l'efficacité d'un vaccin. L'efficacité individuelle, elle est pour celui qui est vacciné. L'efficacité collective pour voir disparaître une maladie tient au niveau de vaccination de la population. Et on dit, grosso modo, qu'il faut que 70% de la population, d'une population soit vaccinée pour que le risque de transmission disparaisse. Et donc, si vous vaccinez peu, en termes d'épidémiologie, c'est pas très efficace. Mais dans le cas de la variole, les vaccinations ont été très très largement utilisées par l'OMS et ont participé à l'éradication de cette maladie. Et quand on a vu, il y a une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années, des campagnes contre la vaccination contre la rougeole, eh bien, on a revu, il y a encore eu une alerte avant-hier, réapparaître la rougeole de l'adulte, de cette génération d'adultes qui, quand ils étaient, il y a 15 ans ou 20 ans, enfants, n'ont pas été vaccinés parce que c'était le moment où on disait du mal du vaccin contre la rougeole. Le vaccin contre la rougeole donne une encéphalite rougeoleuse mortelle tous les 1 million de malades vaccinés. La rougeole donne une encéphalite rougeoleuse mortelle tous les 10 000 malades atteints. Donc, le vaccin est 100 fois meilleur que la maladie, sauf que dans un cas, on a la rougeole, on fait une encéphalite, on meurt, oh là là, pas de chance. Dans un cas, on est vacciné, on fait une encéphalite, on meurt. Alors là, c'est inacceptable. Donc on est vraiment dans ce système-là. Il y a peu de gens en réalité qui... Enfin, il y en a, mais il y a peu de gens qui remettent en question totalement la vaccination, le principe de vaccination. Ils disent juste, et c'est le cas de Georget justement, ils disent qu'on peut... ils critiquent juste la vaccination de masse. Et en faisant une stratégie... Donc lui disait qu'en faisant une stratégie intelligente et en pratiquant aussi l'isolement de certains malades... Et pourquoi faire ça? Pourquoi se compliquer à ça? Après tout, moi, vous savez, dans les Deux-Sèvres, il y a moins d'accidents graves que dans les autres départements. Donc moi, je vais dire, dans les Deux-Sèvres, pas besoin de mettre la ceinture. Intenable. Quand vous avez une politique... Vous ne pouvez pas commencer à dire « Ah ben là, on va vous vacciner un petit peu et tout ». En plus, en France... Il y a des vaccins qui sont quand même dangereux. Par exemple, le vaccin H1N1 a été critiqué parce qu'il y avait 2 injections avec du squalène et qui risquaient de déclencher des effets indésirables assez graves. D'ailleurs, le squalène, je crois que dans ces doses-là, il est interdit maintenant. Donc, si on avait vacciné toute la population, on aurait eu vraiment beaucoup de gens qui seraient restés sur le terrain. Mais on aurait peut-être eu moins de morts aussi. Aujourd'hui, la couverture vaccinale de la grippe, H1N1, on a acquis des connaissances, mais c'était la première fois et tout. Les vaccinations contre la grippe, aujourd'hui, je suis sûr, il est démontré que si la couverture vaccinale était meilleure en France, eh ben, il y aurait moins de morts de la grippe chaque année. Alors après tout, on peut aussi dire, après tout, les sujets âgés, autant qu'ils meurent, parce que finalement, ils coûtent cher à la nation. Mais enfin, moi, je suis médecin, faut pas... Mais aujourd'hui, qui dit que le vaccin contre la grippe est dangereux? Qui vient nous emmerder pour le vaccin contre la polio? Mais alors, si on était dans un monde de gens responsables, intellectuellement développés, scrupuleux, raisonnables, respectueux, on pourrait dire la polio est une maladie grave, je vous conseille de vous faire vacciner. Et à ce moment-là, tous les gens normaux, c'est-à-dire intelligents, c'est-à-dire tout le monde, se feraient vacciner. Malheureusement, on est aussi dans un pays de ronchons, de bidochons, de poujadistes. Puisqu'on m'oblige, je ne le fais pas. Et puis comme je paye des impôts, je mets mes papiers par terre puisque c'est moi qui paye le balayeur. Il me fait chier avec ma ceinture, donc je ne vais pas la mettre. Puis si jamais il y a un flic qui met, je l'y mettrai et tout. Ça, c'est ça qui tue la vaccination. Si seulement on avait un pays de gens responsables, raisonnables, et quand je dis raisonnable, c'est-à-dire doués de raison, à qui je puisse donner, nous puissions donner les chiffres de vaccinés, pas vaccinés, sclérose en plaques, grippe et tout.
eh ben, les gens ils seraient tous vaccinés. Il resterait un petit paquet de crétins, de crétins qui croient encore aux licornes et qui croient aux mauvaises ondes, qui mangent des graines préhistoriques. Bon, tant pis. Mais la raison n'est pas là. La raison n'est pas là. Et de dire je ne veux pas vacciner mes enfants contre rubéole, rougeole, tétanos, polio, c'est être un parent criminel. C'est un parent criminel. Et de dire non, je ne suis pas contre les vaccinations, mais je ne veux pas la rendre obligatoire, c'est une forme de crime par procuration. Moi, je ne suis pas contre la ceinture de sécurité, mais je ne veux pas la rendre obligatoire. Mais par contre, justement, le fait, moi je sais pas, je vous pose la question, hein. Le fait à un enfant, ou je crois que c'est peut-être même je sais pas si les États-Unis ils le font, je crois que ils le font au nouveau-né même, les différents, de mettre différentes injections comme ça, est-ce que c'est pas un bébé Plusieurs ou injections un enfant, à ou même de parce que deux les, mois. les Américains ont dit qu'ils vaccinent à la naissance. On fait Plusieurs injections le même jour à la naissance, c'est quand même un hexavalent. C'est quand même une action sur le système immunitaire. C'est quelque chose de quand même. Je sais pas, c'est pas anodin. Non mais rien n'est anodin de nourrir au sein ou de passer au biberon, de laisser pleurer un enfant, de lui mettre une couche, de lui mettre des gouttes dans le nez, rien n'est anodin. La vaccination du nourrisson avec des vaccins hexavalents, pentavalents, donc 5, 6, 7, 8 vaccins en même temps, a un rapport bénéfice-risque explosivement favorable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune donnée scientifique qui aille contre ça. Et alors vous dites, ah oui, mais on tartouille l'immunité. Ce que vous reprochez, c'est de faire des effets de loupe sur des... Chaque fois que vous montrez un témoignage de quelqu'un qui a eu un effet indésirable d'un vaccin, vous en tuez 2. Vous en tuez 2 par les gens qui n'ont pas été vaccinés. C'est lourd de sens, hein. Et quand je dis ça, je ne le fais pas de façon artificielle, mais chaque fois qu'un enfant respire, il a dans son poumon des milliards de nouveaux antigènes de la poussière qu'il découvre quand il sort du ventre de sa maman. L'immunité se forme avec le début de la vie. On dit, par exemple, que notre vie très protégée du nouveau-né actuel par rapport à il y a un siècle, où on est très propre, on met des couches stériles, des bavets, des machins, tout est propre à la maison, diminue les capacités de défense aux antigènes extérieurs et favorise les allergies, par exemple. Bon, jusqu'à présent, là, on est aussi dans l'immunité, finalement. J'ai encore vu personne dire, mon enfant, je vais l'élever dans la crasse et dans la boue pour qu'il n'ait pas de dermite atopique et de rhume des foins quand il sera grand. Ça fait partie des choses. Les vaccins, c'est probablement le plus grand progrès thérapeutique. La médecine préventive, en général, est le plus grand progrès thérapeutique. Moi, je préfère 1000 fois prévenir une maladie que de la soigner derrière. Et au sein de cette médecine préventive, les vaccins, en général, sont des progrès thérapeutiques majeurs. Alors, bien sûr, avec des différences, il y a des vaccins qui sont plus utiles que d'autres selon la gravité de la maladie. Mais encore une fois, c'est un non-sens scientifique d'être contre les vaccins. C'est un non-sens scientifique de dire qu'ils n'ont pas d'effets indésirables. Bien sûr qu'ils ont des effets indésirables, mais ces effets indésirables leur laissent un rapport bénéfice-risque extrêmement positif. Donc il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Mais même pour la communauté scientifique. Ça n'empêchera pas des gens d'avoir des effets indésirables des vaccins, mais ça n'empêchera pas des gens d'être sauvés parce qu'ils n'ont pas mis leur ceinture de sécurité. Ça empêche qu'on continue à la rendre obligatoire. Et puis, pour moi, de mettre un préservatif, c'est quand même une mesure de prévention de base. Il y a des gens qui disent « Non, moi, j'aime pas le préservatif, j'ai une allergie au latex, je vais avoir des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un qui est séropositif. » Ouais, on peut toujours avoir. Et par rapport aux maladies qu'on définit comme étant des maladies de l'Occident, qui seraient par exemple Alzheimer, toutes les démences qui arrivent chez les vieux. L'autisme, on en parle beaucoup. On dit qu'il n'y a pas d'autisme dans les endroits où il y a. Alors,
est-ce que c'est le vaccin? Est-ce que Voilà, il y a un rapport qui est en tout cas qui est soupçonné de plus en plus largement avec les traitements. Alors quel est votre avis là-dessus? L'alimentation aussi ou pas? Le lien épidémiologique que vous faites entre certains profils de maladies et certaines utilisations de vaccins, moi je peux les faire aussi pour je sais pas moi, les éponges Spontex et les cornflakes. Il y a très peu d'autisme en Indonésie et ils n'utilisent pas d'éponge Spontex, ils ne mangent pas de cornflakes. Donc c'est le cornflake qui donne l'autisme. Voilà. C'est exactement le même niveau, quoi. Disons qu'en fait, Le vaccin, il fait partie de tout un cortège, disons, de choses. Et il y a des maladies. Pourquoi il n'y a pas d'Alzheimer dans les pays où on meurt à 40 ans? Parce qu'à 40 ans, on n'a pas d'Alzheimer, on n'a pas le temps de le faire. Si vous prenez une population qui est vieillissante, eh ben vous allez forcément voir apparaître de l'Alzheimer, mais vous ne pouvez pas l'avoir dans un pays où la mortalité est... Bon, les pays où il y a de l'autisme, d'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que l'autisme soit une maladie occidentale. Il y a même un certain nombre de papiers épidémiologiques qui montrent que l'autisme, si tant est qu'on en arrive à en faire une définition claire, est transculturel et transsocial. Il y a autant d'autisme au fin fond de l'Afrique qu'au fin fond de... Mais là encore, c'est des données épidémiologiques qui peuvent être contestées, c'est experts contre experts, mais je ne pense pas que l'autisme soit une maladie occidentale. L'Alzheimer, oui, mais c'est lié à l'âge, mais est-ce que c'est lié à la vaccination ou est-ce que c'est lié aux M&M's? Il n'y a pas de M&M's dans les pays très pauvres et il n'y a pas d'Alzheimer, donc les M&M's donnent l'Alzheimer. Ça ne vaut pas plus que ça. Tout ça sont des pistes. Ouais. Le pire, c'est que certaines de ces pistes sont vraies. Il y a eu des pistes initialement qu'on a évoquées qui avaient l'air farfelues et qui, de fait, se sont avérées réelles. Que ce marin norvégien qui est allé en Angola et qui a rencontré des mercenaires qui, après, parlant portugais, sont partis et sont arrivés en Haïti, ça paraît foireux, bah, c'est quand même comme ça que le VIH est passé de l'Afrique à l'Amérique. Donc, de temps en temps, on a des petites histoires étonnantes qui sont vraies. Mais globalement, en épidémiologie, les vaccins ne sont pas générateurs de maladies plus que les non-vaccinés. Les vaccins sont globalement des choses utiles, très 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 utiles. Les experts ont des messages divergents qui participent au flou. Je vous donne un exemple. Il y a eu plein d'enquêtes sur les antennes pour le téléphone portable. Sont-elles dangereuses et entraînent-elles des cancers du cerveau ? Grosse étude épidémiologique, on prend des enfants qui habitent près des antennes, ceux qui habitent loin des antennes, c'est déjà pas facile, on les suit pendant des années. Et la conclusion est, clairement, non. Les téléphones portables n'entraînent pas l'augmentation du risque de cancer du cerveau. Point final, post-scriptum, par prudence, il vaut mieux pas les mettre près des écoles. Boum, tout s'écroule, quoi. Si vous dites qu'il n'y a pas de risque, mais que par prudence, principe de précaution, il ne faut pas les mettre près des écoles, bah, votre message est transformé, quoi. Ça veut dire, finalement, il y a peut-être un risque, puisqu'il ne faut pas les mettre près des écoles. Et c'est là où on retombe sur tous ces problèmes d'évaluation, la difficulté d'évaluation. Vous êtes obligé d'avoir un message dichotomique, oui, non, avec des données scientifiques qui ne sont jamais aussi carrées que ça. Cette dame qui a eu une sclérose en plaques après avoir été vaccinée, elle a eu une sclérose en plaques après avoir été vaccinée. Le fait, il est là. La question, c'est de la causalité. Est-ce que c'est après, à cause, malgré, pendant? C'est ça qui est la discussion. Alors vous pouvez toujours dire, oui, mais regardez, elle est passée à la télé, c'était bien juste après. Et puis moi, je vous dis, non. 1 million, 10 millions vaccinés versus 10 millions pas vaccinés, même incidence de la sclérose en plaques. C'est moi qui ai épidémiologiquement raison. Je suis sûr que j'ai raison, parce que personne ne dira que j'ai tort. J'ai raison. Épidémiologiquement, il n'y a pas de relation entre ce vaccin et les maladies auto-immunes. Mais individuellement, il y a même des gens qui sont assez crétins pour jouer
au loto et gagner des millions. Et ils le gagnent vraiment. Sauf qu'ils sont crétins quand même, parce que statistiquement, quand vous jouez au loto, vous avez nettement plus de chances de perdre que de gagner. Pourtant, vous jouez. Le problème, c'est que, je le répète, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui ont affirmé mordicus des choses devant des caméras à la télé, sur deux. C'est-à-dire, c'est sûr, ils ont eu des messages qui étaient vraiment manichéens. C'est oui, non, bien, mal. Or, la médecine et la réalité, le réel n'est pas C'est comme pas ça. ça, ouais, non, Et c'est donc, sûr. du coup, ce qui se passe, c'est un peu comme avec les hommes politiques. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont vaccinés, qui attrapent des maladies auto-immunes, il y a des liens qui existent quand même. Et des choses comme ça, on se rend compte de ça. Et du coup, Il y a on des- remet en question tout Mais le message. le lien ne fait pas la causalité. Oui. Ouais. C'est ça le problème. Non mais je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, mais du coup les gens ne croient plus en ça parce qu'on leur a... Mais c'est aussi parce que on leur a vendu du rêve, on leur a vendu de la fausse information, on les a pas responsabilisés. Et puis il y a des messages plus sexy que d'autres. Toutes les petites minettes qui rêvent de passer dans la télé-réalité, ben, cette télé-réalité n'est pas la réalité, mais pour eux ça l'est, quoi. Et donc ils chantent dans leur salle de bain, ils se voient à The Voice, puis après à l'Olympia, puis après à Las Vegas. Et ben c'est pareil. C'est une espèce d'hypertrophie du fait. Je chante, je suis vacciné. Ah, le vaccin est mauvais. Ou le vaccin est bon. Mais sauf qu'il est bon.